trouve qu'il fait bon vivre à Québec et qu'il existe un bon équilibre entre les activités de loisirs et les études. Pour moi, c'est un bon compromis, en fait, la ville de Québec, parce qu'elle est relativement dynamique. Il y a des choses à voir, il y a des activités à faire. C'est une ville qui a beaucoup d'espace vert, qui est assez calme et donc qui est finalement propice aux longues études. Nous avons la chance de travailler et d'étudier dans un beau pavillon qui est construit tout en bois, bien structuré, tout neuf. Ce que j'apprécie à l'Université Laval, c'est l'opportunité de travailler dans un cadre pluridisciplinaire. Les différents stages qu'on a faits en agroforesterie et aussi les activités de recherche qui m'ont permis de mieux approfondir mes connaissances dans le domaine. Ce qui facilite mes études, c'est le fait que je puisse travailler à la maison. J'ai une grande flexibilité d'horaire, j'ai une directrice de recherche très accessible, puis ça me permet de bien concilier études-famille. Les étudiants travaillent sur des projets concrets et axés sur des enjeux actuels. Et je trouve que cette formule pédagogique est très stimulante pour les étudiants. On a accès à la fois des laboratoires qui sont très bien équipés, des professionnels de recherche très compétents. On a des bureaux pour nos études, puis on a accès à un environnement numérique de travail. Pour faire ma recherche, j'ai accès à la forêt Montmorency, qui est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde. Ça me permet d'avoir un super de grand terrain de jeu pour installer mes dispositifs de recherche. Ce qui est parfait, c'est que c'est à proximité de l'université. Mon projet de recherche est vraiment unique puisqu'il me permet à la fois d'étudier l'environnement arctique et il me permet aussi d'étudier la géoarchéologie, donc ce qui est unique à notre faculté. On a une visibilité sur l'international à travers le site web du Centre de recherche en géomatique. On a une fiche avec toutes nos informations ainsi que nos publications. Ça, c'est important pour nous, apprentis chercheurs. Ça m'a donné une certaine flexibilité d'orienter ma carrière professionnelle selon mes choix et selon ce qui me passionne réellement. Le personnel dans tous les services, on voit bien qu'ils sont passionnés par le travail. J'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois des amis et des collègues qui sont donc de différents milieux, différents horizons. On est de différents pays aussi. J'ai jamais eu ce sentiment que j'étais pas chez moi. Donc j'ai toujours eu tout l'encadrement qu'il me fallait pour pouvoir m'intégrer et j'ai trouvé ça assez spécial pour moi pour pouvoir réussir. Accompagné de M. Luc Boutier. Bonjour M. Boutier, ça va bien? Ça va très bien. Je suis très heureux d'entrer en conversation avec vous. Première des choses, j'aimerais que vous nous présentiez votre titre actuel. Qu'est-ce que vous faites présentement ici à l'Université Laval? Moi, je suis professeur à la faculté de foresterie, géographie et géomatique sur les aspects sociaux de la foresterie. Parce que, évidemment, j'ai une formation en génie forestier, mais une maîtrise en sciences politiques, un doctorat en économique. Et tout ça lié à des aspects forestiers. Et je passe le plus clair de mon temps à faire de la sociologie, de l'anthropologie. Alors, c'est vraiment les aspects sociaux. Je suis ce qu'on peut appeler un vieux prof. J'enseigne à la faculté ici, à l'Université Laval depuis 1979. Alors, bientôt 40 ans de métier. Évidemment, pas comme professeur régulier. Je suis devenu un professeur régulier fin des années 80. Est-ce que vous avez toujours été en contact avec la forêt ou si c'est quelque chose qui est venu en vous en allant dans votre carrière d'étudiant? Non. Je pense que ça a des racines très, 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 très profondes. Et c'est assez surprenant parce que je suis un Montréalais d'origine. Ah oui? Sauf qu'un Montréalais de la Rive-Sud. Alors, à l'époque, on appelait ça Jacques-Cartier. Aujourd'hui, ça s'appelle Longueuil. On était dans un tout petit quartier, quelques rues, à proximité du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, sur la Rive-Sud. Mais à l'époque, et là, on remonte à il y a plus de 50 ans, tout était boisé. En avant de chez nous, là, c'était le bois. Et on était évidemment toujours rendu là. Donc, j'ai une bonne expérience de scoutisme. J'ai été chef louveteau et plusieurs activités se passaient dans le bois. Et quand est venu le temps du grand choix, vers où je veux aller, naturellement, les sciences de la nature sont venues. Et à l'époque, dans les années 70, c'était un peu l'éveil aux questions environnementales. Évidemment, on abordait ça sous un angle très étroit, la pollution. Et je voulais avoir un travail qui aurait une contribution pour réduire ça. Et très tôt, il y a eu 3 filières. La géologie, la biologie
Puis là, à un moment donné, j'ai découvert le génie forestier. Oh, OK. Bon, c'était vraiment de sortir de sa zone de confort, là, parce que dans ma famille est très montréalaise, là, et moi, j'ai décidé de venir m'établir à Québec en 1973. Ça ne devait pas être très avancé ici, la faculté de foresterie, tout ça? Ah, ben, pas très avancé. Disons que la foresterie québécoise est très alignée sur la grande forêt publique, sur les questions résineuses, puis les questions qu'on se posait à ce moment-là, c'est, comment reconnaître les meilleurs endroits où récolter du bois et comment développer des méthodes de récolte au plus bas coût possible. Et, bon, au tout début des années 70, on n'avait pas de problème de régénération. La nature s'en occupait. Alors, puis cette idée du matériau bois qui offre un paquet de possibilités en termes d'économie verte, c'était pas dans le portrait, là. Non, c'est naturel. C'est ça. Et d'ailleurs, ben oui, les cours étaient très orientés sur une foresterie traditionnaliste. Bon, ben, ça a suscité une certaine déception, d'autant plus qu'ici, à l'Université Laval, les équipements pour la foresterie et pour enseigner la foresterie, c'était conçu pour des cohortes de 40-50 élèves. À l'époque, c'était les belles années, là. Dans ma cohorte, on était tout près de 150. Alors, les infrastructures physiques étaient complètement dépassées. Aujourd'hui, je pense que je peux me permettre de dire ça. Le corps enseignant était en fin de cycle. Alors, on avait des profs qui avaient un petit peu moins d'énergie dans des équipements dépassés. J'oserais pas dire vétustes, mais ne serait-ce que par le poids du nombre. Quand c'est conçu pour 50 puis que vous êtes 3 fois plus, évidemment que ça pose problème. Alors, ça a été une expérience un petit peu décevante. Ma première session ici a été un petit peu décevante. J'ai même remis ma vocation en génie forestier en question. Et heureusement, j'ai eu un emploi d'été en inventaire forestier. Ah oui? Et ça a été déterminant. En Abitibi, en fait, le territoire inventorié partait de Chapais et descendait jusqu'à Clova, en Haute-Mauricie, une bande très large aussi. 15 semaines dans le bois sans sortir, à marcher jour après jour en hydravion. On se faisait déposer sur un lac, puis le soir, l'hydravion venait nous chercher, nous cueillir sur un autre lac. Ça a été extraordinaire. Ce qui fait que le maître chez nous, en foresterie, sur le territoire forestier, va nous frapper, mais un peu plus tard, dans la deuxième moitié des années 60. Et d'ailleurs, à partir de 1968, on va commencer à rétrocéder les concessions, à exiger que les concessionnaires rétrocèdent les concessions. En 1974, on va exiger purement et simplement la révocation des concessions. La différence entre les deux, c'est qu'une révocation, c'est qu'on exige que notre bien nous soit retourné sans compensation autre que les immobilisations que le concessionnaire aura fait sous forme de chemin, de camp, mais que le droit sur le bois, on n'est toujours bien pas pour payer, pour reprendre ce qui nous appartient. C'est un peu ça l'idée. J'ai le goût de vous demander pourquoi la science politique et l'économie sont ajoutées à ça? Je pense que... D'abord parce que j'avais un goût pour ça. Les faits économiques m'ont toujours intéressé. Dans ma carrière, j'ai commencé comme enseignant au cégep de Bécomo, où j'ai eu énormément de plaisir. Ça aussi, là, ça l'a renforcé là, mes convictions.
Après ça, j'ai eu un emploi à l'Ordre des ingénieurs forestiers où là, très tôt, je me suis rendu compte que, oh, attention, là, on a un énorme domaine public. Là. Écoutez, la forêt commerciale québécoise, c'est à peu près 45 millions d'hectares. Si on ajoute les presque 7 millions d'hectares de forêt privée, et puis les enjeux forestiers, bon, les 45 millions de forêts publiques, nécessairement, c'est une question politique. Comment gérer les droits de coupe, puis à qui allouer ça, puis quelle exigence imposer. Très, très, très tôt, puis quelle place on fait à l'environnement, puis un petit peu plus tard, ça va être quelle place on fait au public, aux communautés. On n'était pas là à ce moment-là, mais le fait que la gestion forestière, c'était d'abord et avant tout une question politique, bien, ça m'a incité à aller faire une maîtrise en sciences politiques pour que j'aie un peu pour voir un peu comment ça c'est ça, là, des bases un peu plus théoriques, mais mon sujet de mémoire de maîtrise, à l'époque, on appelait ça une thèse, c'était un peu prétentieux. C'était les relations Canada-Québec en développement forestier. Parce que la juridiction, elle est québécoise, puis c'est même inscrit dans la Constitution canadienne. La gestion des ressources naturelles, ça relève du palier québécois. Mais les problèmes étaient tellement grands à la fin des années 60, début des années 70, que le gouvernement fédéral a dit, écoutez, on va mettre sur pied un programme de modernisation des pâtes et papiers, un programme de développement de l'aménagement forestier, parce que là, dans les années 70, on vient de s'apercevoir là, que toute la pression qu'on applique sur la forêt, ben, c'est pas à la hauteur des capacités de la forêt. Et qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur la mère nature, là, il faut travailler avec la mère nature. Donc, ben là, le reboisement, il faut que ça fasse partie de nos mœurs. Pas partout, pas n'importe quand. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la politique forestière consiste à intervenir là où il y a des manquements. Et ça veut dire à peu près 20 des assiettes de coupe. Oui, mais c'est parce que les assiettes de coupe au Québec, c'est à peu près 300 000 hectares par année, hein, même 350 000. Bon, ben ça, c'est 9 fois l'île de Montréal, là. C'est pas rien. Alors, de dire qu'on va reboiser sur 20 de ces superficies-là, puis là, reboiser avec quoi? Comment? C'est tout autant de questions. Puis qui va vraiment faire les opérations? Comment est-ce qu'on va financer ça? Alors, tout ça, c'est de la science politique. Et à l'époque, ben, on avait un programme Canada-Québec. Ça a permis pratiquement l'injection de pratiquement 7 milliards de dollars. Alors, la question qu'il fallait se poser, c'est est-ce que la manière dont on a géré ça était adéquate? Alors, ça, c'était plus la gouvernance. Maintenant, est-ce que ça a changé quelque chose? Et ça serait bien prétentieux pour moi de vous dire que oui, par ma maîtrise, j'ai solutionné ça. Non, pas du tout. Mais ça a permis de réfléchir, de poser de meilleures questions. Ouais, c'est d'allumer la voie de la connaissance, parce que les politiciens, souvent, il faut les alimenter aussi. C'est ça. Ben, ça a permis... moi, ça m'a permis de vraiment mieux m'inscrire dans un schéma de politique forestière. Et à l'époque, on m'a demandé d'être chargé de cours en... Non, j'étais déjà chargé de cours à travers mes fonctions à l'Ordre des ingénieurs forestiers en législation forestière, entre autres pour le droit professionnel. Et là, avec cette maîtrise-là, que je faisais sous la supervision de Marcel Lortie, qui est un monument dans l'histoire forestière du Québec, là, un très grand forestier. Et, bon, il empruntait la maxime... sa maxime favorite, c'était « on ne fait pas de la foresterie pour les arbres, on fait de la foresterie pour les hommes ». Et ça, c'était un emprunt qu'il faisait à Jack Westoby, un grand forestier social.
Et je pense que ça m'a beaucoup intéressé, ces aspects sociaux, de dire, écoutez, là, la question du reboisement en forêt, si on veut reboiser au bon endroit, avec la bonne essence, puis de la façon la plus adéquate possible, il faut que ce soit une décision partagée, pas juste par le concessionnaire, puis un haut fonctionnaire. Les gens qui vivent à proximité de la forêt, les gens qui fréquentent la forêt, le travailleur sylvicole, il faut que ce soit mis au parfum, parce qu'en définitive, là, celui ou celle qui a le dernier mot sur le petit arbre, le petit semis mis en terre, c'est le reboiseur. À l'égard de la gestion des forêts, on a une gestion positiviste, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on peut respecter les rythmes de la nature, mais qu'avec le génie humain, on peut faire mieux que la nature. Un peu comme en agriculture, où on est passé de la cueillette avec des rendements plutôt bas et par rapport à de la culture qui va permettre de faire mieux que ce que la nature fait toute seule. Alors, c'est une période, la grande période de la gestion dite positiviste, parce que là, avec des raisonnements scientifiques, on va être capable de faire des prédictions sur les rendements additionnels que va nous donner la récolte forestière. Évidemment, on est dans la période où on aménage, et l'État crée 44 unités de gestion. On est en plein dans la période là où on embauche à pleine porte dans les différents ministères. Le ministère des Terres et Forêts ne fait pas exception, puisque dorénavant, c'est l'État qui va gérer les forêts. 44 unités de gestion qui regroupent des forêts. Les concessions sont devenues des forêts domaniales ou deviennent progressivement des forêts domaniales. Et l'État se charge de gérer les forêts pour nourrir l'industrie. Non, mais on dirait que depuis 10 ans, on a fait beaucoup de chemin là-dessus, sur le reboisement, sur la façon de régénérer notre forêt, sur les règles, tout ça. Et je pense que le politique aussi a embarqué là-dedans. Je pense qu'il y a eu vraiment un bon chemin, un bon bout de chemin de fait. Oui, les choses, écoutez, on fouillait dans mon passé, là, ça veut dire qu'on remonte à il y a 40 ans. Évidemment que les choses ont évolué à vitesse grand V. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, mais c'est le propre de l'aventure humaine, là, de toujours faire reculer les frontières. Et c'est valable en foresterie comme pour plein d'autres domaines. Cependant, si on regarde d'où on vient, où finalement, on était des prédateurs, ben aujourd'hui, oui, c'est important de prélever de la matière ligneuse, mais là, on a un réel souci des habitats fauniques, des paysages, aujourd'hui des changements climatiques. On n'a pas la recette, là. On cherche. Mais de l'esprit des dieux, ça, c'est les gens qui vivent en forêt, les différentes communautés, collectivités qui sont en territoire forestier. Il faut intégrer ça dans nos plans d'aménagement. Et les plans, ben, il faut les traduire sur le terrain avec des pratiques adéquates et se donner le droit à l'ignorance, mais pas se donner le droit de répéter 2 fois les mêmes erreurs. Donc, il faut se mettre en mode apprentissage continu de manière à s'adapter continuellement selon la manière dont la forêt réagit, selon la manière dont les gens qui habitent la forêt réagissent à ces nouvelles pratiques. En regard de surprise environnementale, une épidémie de tordeuses, une vague de chaleur, du verglas. Bon, ben ça, c'est des événements, des incendies forestiers, tout autant d'événements qui arrivent comme des surprises et avec lesquels il faut vivre. Parce qu'il n'y a pas moyen de se prémunir contre une épidémie de tordeuses, des bourgeons de l'épinette ou un gros incendie forestier ou une sécheresse. Et là, ben, c'est la beauté d'être forestier. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche, de dire non, je ne peux pas faire mieux que la nature. Il faut que j'apprenne à travailler avec la nature. Et ensemble, on va faire beaucoup mieux que si on laissait la nature strictement à elle-même
ou si on s'imaginait la science triomphaliste, là, qui... non. Il y a... et la façon de travailler avec la nature, c'est bien sûr de la connaître, mais de rester à l'éveil, de rester dans un mode d'adaptation continue, parce que la nature est pleine de surprises. Je trouve ça plate de vous interrompre et de poser des questions. Vous êtes tellement intéressant, ça doit être le fun des cours avec vous. En tout cas, mais sauf que j'ai 3 petites choses à vous jaser. Puis je pense qu'on a... Oui, 3 thèmes, c'est ça? On a préparé le terrain, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a effleuré un petit peu le premier, puis je pense qu'on va aller avec celui-là, qui était le 3e, dans le fond. C'est les représentations de la forêt. Dans le fond, de regarder ce que les gens pensent de la forêt, puis peut-être changer certaines conceptions. On parle, entre autres, on parlait tantôt rapidement de la façon que maintenant on coupe le bois, qui est vraiment avec une conscience environnementale, puis aider à la régénérescence. Je pense que les représentations, dans le fond, c'est d'aller dire aux gens, mais c'est plus comme ça que ça se faisait. J'ai déjà encore l'impression que ça se fait avec des coupes à blême, des choses comme ça. Est-ce que c'est de ça qu'on parle, la représentation de la forêt? Oui, bien, le terme représentation, là, ça nous vient de la sociologie, puis ça signifie quelle image on se fait d'un objet donné. Une représentation sociale. Bon, dans ce cas-ci, on parle des représentations de la forêt. Alors, on peut, à titre d'exemple, on peut dire, écoutez, les gens de Rivière-à-Pierre, ils vivent en forêt. Alors, ça fait partie de leur quotidien et les images mentales, c'est des images qui font partie de leur pratique quotidienne. À ce temps-ci de l'année, là, on est à veille d'entrer dans la période de la petite chasse. Ouais. Puis personne ne se pose de questions avec ça. Ça fait partie, la forêt est là, puis oui, il y a les belles couleurs du feuillage d'automne, mais ça s'accompagne de tout un jeu de pratique, là. Quelqu'un qui habite à Québec n'a pas ce même genre de représentation. Tu sais, les représentations de la forêt, c'est les plaines. C'est, oui, le paysage des Laurentides. Et le bois de Coulonge, peut-être? Oui, peut-être le bois de Coulonge ou le domaine Cataraqui. Oui, c'est une vision très parc urbain. Et puis l'arbre, et puis bien souvent, c'est l'arbre qui a une fonction d'embellissement, puis il ne faut pas toucher à ça. Couper un arbre, c'est un crime. Alors que, pour les gens dans les communautés forestières, couper un arbre, c'est pas nécessairement un crime. C'est même une source d'emploi, de revenus. Il y a justement une proximité avec cette réalité-là. Maintenant, on a parlé de coupe à blanc. Bon, c'est là où les représentations sont importantes. Effectivement, une coupe à blanc, ça peut facilement virer au désastre visuel.
Là, l'effort qu'il faut faire, c'est pas juste de dire, ben écoutez, oui, c'est un passage obligé parce que ça nous prend de la matière ligneuse pour nourrir une filière économique qui est importante pour les communautés forestières. Là, il faut faire un pas de plus parce que je pense que les gens qui habitent Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, les grands centres urbains, ont cette vision un peu romantique, là, qu'une belle forêt, ben, c'est une forêt avec des arbres matures qu'on laisse pousser en paix. Une belle forêt, ça peut être aussi une forêt en régénération. Ça doit être une forêt enfin, une partie des massifs forestiers doivent être en régénération. Parce qu'une forêt constituée seulement d'arbres mûrs, ben, ça peut être une forêt qui entre en sénescence et qui, là, va être plus vulnérable aux surprises que la nature va nous lancer par la tête, là. Alors, c'est important de dire, écoutez, quand on récolte des arbres, c'est, oui, pour nourrir une filière économique, mais aussi pour assurer la suite des choses. Il n'y a pas, pour avoir une belle forêt, il n'y a pas meilleur moyen que de la récolter. Si on remonte à une centaine d'années, c'est pas des choses qu'on avait expliquées, c'était dans leurs racines, dans l'ADN. On avait besoin du bois pour survivre, c'est à ce point-là. Mais aujourd'hui, comme c'est moitié urbain, moitié... même c'est plus urbain, plus... Oui, 85% de la population québécoise vit en milieu urbain. C'est ça, donc là, c'est une autre histoire. Là. C'est une toute autre histoire. Puis là, on a un autre phénomène qu'on connaît dans la région de Portneuf. Ces gens qui, ces retraités actifs, qui veulent vivre dans un autre cadre qu'un cadre urbain, et qui s'achètent une résidence, non pas secondaire, parfois c'est secondaire, mais parfois c'est la résidence principale, et qui, là, ne veulent pas qu'on touche au cadre forestier qui compose la matrice dans laquelle ils développent leur nouvelle vie.